Attention, vous entrez dans le récit d'un secret parmi les mieux préservés de l'histoire. Voici le monde confidentiel des anciennes installations nucléaires classées secrètes aux États-Unis. Sur les quelques 400 000 personnes qui y travaillaient, seule une poignée connaissait la vérité. On nous disait ce qu'il fallait faire exactement et de ne rien dire à personne. Ces installations qui s'étalaient sur 250 000 hectares virent la construction des plus vastes bâtiments jamais réalisés. Le tout coûtant plusieurs milliards d'euros, et ce, dans un seul objectif, porter un coup fatal à la Seconde Guerre mondiale par l'invention de la toute première bombe atomique. 60 ans plus tard, une équipe de spécialistes s'est rendue sur les sites ultra secrets. Elle a retrouvé ces lieux abandonnés, dont les vestiges subsistent sous des vallées verdoyantes et dans les déserts américains. L'armée a complètement rasé la communauté de Happy Valley. Grâce aux dernières techniques de la modélisation par ordinateur et à de nouveaux indices, ces spécialistes font ressurgir pour nous le plus vaste et le plus machiavélique complexe industriel jamais bâti. Les installations secrètes de la bombe A. Oak Ridge, dans le Tennessee. En 1941, ce n'est encore qu'une communauté rurale isolée. Mais en l'espace de 2 ans, d'après les plans et cartes classées secret défense, elle devient une ville secrète. L'État s'est aperçu que ce projet colossal allait nécessiter énormément d'ouvriers. Il a donc commencé par choisir une ville capable d'accueillir 75 000 personnes. Une ville qui abritera le secret le mieux gardé de la Seconde Guerre mondiale. Si le gouvernement s'attache à en réfuter l'existence, ce projet X, ou projet Manhattan, est pourtant bien réel. Son but, réaliser la première bombe atomique de l'histoire. En quête d'indices sur son passé de ville secrète, l'historien David Bradshaw est parti explorer Oak Ridge telle que nous la connaissons aujourd'hui. En 1939, un groupe de scientifiques parmi lesquels Albert Einstein informe le président Roosevelt que l'Allemagne d'Hitler est sans doute sur le point de fabriquer une bombe atomique. Aussitôt, Roosevelt lance le mot d'ordre. Quel qu'en soit le coût, les États-Unis doivent être les premiers à fabriquer cette bombe. Pour ce faire, le général Leslie Groves se voit conférer des pouvoirs sans précédent et allouer un budget illimité, une carte blanche dont il fera pleinement usage. En théorie, la fabrication d'une bombe était possible puisqu'on avait déjà découvert ses principes physiques. Mais pour ce qui était de sa mise en œuvre, vu le nombre d'éléments inconnus qu'elle devait comporter, il restait encore pas mal de chemin à faire avant que ça ne devienne une arme de guerre. Le pari était donc très risqué au départ. La première condition requise est de disposer d'énormément d'espace. Les ingénieurs ont compris que le processus allait nécessiter une main-d'œuvre considérable. Ainsi, le général Groves installe-t-il des usines au Nouveau-Mexique, dans l'État de Washington et ici, à Oak Ridge. David Bradshaw a étudié les archives pour comprendre comment ces installations du Tennessee ont été construites. Il a découvert des documents montrant que Groves avait réquisitionné pour ses travaux titanesques près de 30 000 hectares de terres agricoles, soit 3 fois la surface de Paris et de son agglomération. Le général Leslie Groves a choisi ce site pour qu'il soit au cœur du projet Manhattan. En regardant dans cette direction, en 1941, on pouvait voir des vallons avec des fermes, des granges et des dépendances. C'était un paysage typiquement rural qui n'avait pratiquement pas bougé depuis un siècle. Ce site a été choisi pour sa sécurité. L'étude du relief environnant montre à quel point ces terres correspondaient parfaitement aux besoins de Groves. La crête des collines entourant le site forme en effet un bouclier naturel aux regards indiscrets. De plus, non seulement le projet Manhattan est top secret, il est, par définition, extrêmement risqué. Si une catastrophe devait survenir, ces sommets offriraient une relative protection à la population régionale. En septembre 1942, les quelques 1000 agriculteurs vivant ici ont reçu une très courte lettre leur intimant l'ordre d'abandonner leurs terres avant le mois de décembre.
Ainsi, ces fermiers attachés au sol qu'ils cultivent depuis des générations apprennent qu'ils disposent d'à peine quelques semaines pour plier bagages. La seule explication qu'on veut bien leur fournir, ces terres sont réquisitionnées pour l'effort de guerre. Une fois abandonnées, priorité est mise sur leur sécurisation. L'un des premiers bâtiments construits pour assurer la sécurité de l'endroit a probablement été celui-ci, et il est encore debout. Ces miradors de béton armé ont pour fonction de surveiller en permanence les environs. La région devient un quartier de très haute sécurité. On montait là-haut certainement par un escalier en colimaçon. Vous avez vu les affûts des mitrailleuses? Il reste aussi des projecteurs de poursuite. Il n'y avait aucun arbre sur cette crête pouvant gêner la vue, ce qui permettait de voir à 360 degrés. Et je suis sûr que c'est la raison pour laquelle on l'a choisi. Les recherches de David Bradshaw lui ont permis de retrouver et de reconstituer les détails des infrastructures de surveillance bâties à l'intérieur et à l'extérieur d'Oak Ridge. Tout le périmètre du site est placé sous protection militaire et son accès est rigoureusement contrôlé. Personne n'entre ici, sauf autorisation spéciale. L'intégralité du trafic entrant et sortant passe via 7 postes de contrôle fortifiés. Ainsi, Oak Ridge se retrouve-t-elle complètement coupée du monde. Au cours des 3 années suivantes, aucun site américain ne sera plus étroitement gardé et ne fera l'objet d'autant d'attention. Mais le général Groves doit encore y incorporer des milliers d'ouvriers. Pour cela, il doit faire surgir du sol une véritable ville. Il confie le chantier colossal à une société privée. Sa mission avérée, bâtir les logements de 13 000 personnes réparties entre scientifiques, ingénieurs, soldats, ouvriers du bâtiment et agriculteurs. Cette nouvelle ville aura besoin de magasins, d'hôpitaux et d'écoles pour ses enfants. À l'apogée du chantier, 75 000 personnes vivront ici. L'examen attentif des vestiges de la ville secrète d'Oak Ridge permet de comprendre en partie l'extrême rapidité à laquelle elle fut construite. Ce que vous voyez ici de l'autre côté du trottoir, ce sont des maisons qui furent les toutes premières à être achevées à Oak Ridge, probablement en août 1943. On les a élevées à toute vitesse, comme celle-ci, celle-là, et la troisième après. On posait d'abord les fondations, puis les charpentiers débarquaient et en montaient comme ça une douzaine par jour. On faisait passer ensuite dans l'ordre les plombiers, les électriciens et les peintres. Et les occupants emménageaient dans la foulée au rythme d'une famille par heure. À peine c'était sec. Elles devaient être là pour seulement une dizaine d'années, mais 60 ans plus tard, elles sont toujours habitées. Cette ville nouvelle devient le modèle américain des grands ensembles pavillonnaires de banlieue. Une seule différence, la mission ultra secrète d'Oak Ridge, fabriquer la bombe. Pour l'armée, le défi suivant consiste à séduire les ouvriers. Pour ce faire, elle publie un document. C'est très intéressant de voir comment l'armée faisait son marketing. Les autorités savaient que les gens ne voulaient pas qu'on les force à s'installer à Oak Ridge, mais qu'on les y attire. Elles ont donc publié cette brochure annonçant la couleur au niveau du type d'habitation, des transports, du commerce, avec un supermarché, un magasin de meubles, ainsi qu'une salle de spectacle. Ce document est exceptionnel. Il montre les différents modèles proposés avec leurs loyers respectifs. Les maisons de première catégorie se louaient 38 $ de l'époque, l'équivalent de 27 €, et tout était compris, même le ramassage des ordures. C'est à partir de ces éléments que David Bradshaw a reconstitué le paysage urbain d'Oak Ridge. En à peine quelques mois, 10 000 pavillons et 90 immeubles surgissent du sol. Et plus de 5 000 caravanes sont installées pour accueillir une main-d'œuvre de plusieurs milliers d'ouvriers. Les premiers habitants emménagent le 27 juillet 1943. Les familles ayant répondu à l'appel à se joindre à l'effort de guerre affluent par milliers de tous les États-Unis. À l'entretien, j'ai dit que j'étais intéressé pour participer à notre investissement dans le conflit. On m'a répondu que c'était là une entreprise de la plus haute importance. Mais quand j'ai demandé où je travaillerais, on m'a dit qu'on ne pouvait pas me répondre, c'était confidentiel. Et quand j'ai demandé à quelle tâche je serais affecté, là aussi on m'a juste dit que c'était secret. Je me souviens avoir été obligé de nous arrêter au poste de garde pour qu'ils fouillent la voiture. Dès l'entrée du site, les mesures prises faisaient très peur.
Ensuite, nous avons été encore plus inquiets. Alors que nous pensions arriver dans une ville, l'endroit était désert. Si ce n'était ces rangées infinies de caravanes et de baraquements provisoires posés sur un terrain boueux. Et nous ne devions poser aucune question. Ces ouvriers l'ignorent, mais ils ont été placés en ligne de front et sont tenus au secret le plus rigoureux. Partout, de nombreux panneaux nous rappelaient à l'ordre. Ce que vous voyez ici, ce que vous entendez ici, laissez-le impérativement ici lorsque vous sortez d'Oak Ridge. Nous savions donc que si nous découvrions quoi que ce soit, motus et bouche cousue. Une fois les premiers bâtiments installés, la main-d'œuvre recrutée et les ressources matérielles en place, le véritable travail peut commencer. Si 95% des personnes émigrées à Oak Ridge n'ont pas la moindre idée de la tâche qu'on s'apprête à leur confier, nous savons à présent ce qu'elles auront mis en œuvre. Fabriquer la bombe nécessitait de vastes usines de traitement de l'uranium, lesquelles allaient justifier le plus grand chantier de construction que le monde ait alors connu. La course contre la montre est lancée contre l'Allemagne nazie pour enrichir assez d'uranium pour fabriquer la première bombe atomique. Il faut 45 kg de ce métal gris radioactif dont la production requiert un processus très complexe auquel nul scientifique ne s'est encore essayé. En découle la mise en œuvre du programme industriel le plus coûteux et le plus consommateur de main-d'œuvre de toute l'histoire. Y12 est aujourd'hui encore un site nucléaire sous très haute surveillance. Ray Smith, directeur de ce complexe pendant de nombreuses années, nous emmène à la recherche d'indices dans les vestiges des bâtiments de l'époque. En 1943, le général Groves, à la tête du projet Manhattan, avait ordonné ici la construction de 9 énormes usines. Ici, en contrebas, se trouve le complexe nucléaire Y12, qui entrait pour une part essentielle dans le projet Manhattan. Si vous observez ce paysage, vous remarquerez 3 des 9 bâtiments principaux. Le coût de construction de ces édifices a atteint l'équivalent en dollars de 316 millions d'euros de l'époque. Ces bâtiments sont faits de béton, d'acier. Tous les matériaux nécessaires à édifier ces usines ont été acheminés ici par camion et par train. Chacune des 9 usines mesure 150 mètres de long pour 90 de large. La qualité de leur construction fait qu'elles sont toujours utilisées de nos jours et portent les traces des plans initiaux de l'immense complexe. Au début, quand ils ont commencé à dessiner les 9 bâtiments de ce site industriel et nucléaire, ils ne savaient pas vraiment à quoi les machines allaient ressembler, si ce n'est que ces équipements allaient être énormes et lourds et qu'il leur faudrait beaucoup de place. On a donc prévu sous le plafond des ponts roulants dont les grues puissantes pourraient soulever et déplacer selon les besoins les appareils et machines nécessaires à enrichir l'uranium. Mais produire de l'uranium enrichi à des fins destructives revient à l'époque à s'avancer dangereusement en terrain inconnu. À plus forte raison quand on sait que le chronomètre tourne et qu'il n'y a pas de temps à perdre en essai. En gros, tout devait être ramené à une seule et même étape. La phase de recherche et de développement s'effectuait en même temps que les études expérimentales. Tout ça pendant qu'on concevait un immense bâtiment ou réalisait le projet à grande échelle. Un seul de ces édifices d'origine abrite toujours ces installations destinées à traiter l'uranium. Ce bâtiment surnommé Beta 3 a servi à la séparation du minerai uranifère jusqu'en 1998. Il y a encore peu de temps, le détail des procédés utilisés, son emplacement et sa structure étaient classés secret défense. Mais en explorant l'histoire secrète de ces installations, Ray Smith est aujourd'hui en mesure de nous révéler ce qui se passait ici. Le principe de cette machine, qui est un calutron, un spectromètre de masse, consistait à placer un aimant de chaque côté d'une chambre à vide. Ces blocs sont si lourds qu'il a fallu construire un bâtiment extrêmement solide, capable de contenir l'aimant d'un poids colossal qui enrobe l'intérieur de ces caissons rectangulaires. Ces électroaimants sont les plus gros et les plus chers jamais construits. Pour pouvoir fonctionner, il faut les équiper de kilomètres de fils de cuivre. Mais nous sommes alors en période de guerre, et tout le cuivre disponible est consacré à la fabrication de balles et d'obus. Les hommes de Groves font le choix d'une alternative radicale. Quelqu'un a fait une suggestion intelligente.
Pourquoi ne pas utiliser de l'argent? L'argent est effectivement un excellent conducteur, mais où trouver ce métal? Eh bien, la réponse a consisté à le réquisitionner auprès du ministère des Finances des États-Unis. C'est ainsi que 14 000 tonnes de barres d'argent ont été prélevées des réserves et ont été fondues pour devenir du fil d'argent destiné aux électroaimants d'Y12. Une fois l'argent puisé dans les réserves du Trésor, le circuit des calutrons peut enfin être fabriqué. Nous sommes aujourd'hui en mesure de vous révéler le processus de fonctionnement de cet appareil. L'uranium est d'abord chauffé et soumis au champ magnétique surpuissant induit par l'aimant. Une force suffisante pour séparer du minerai radioactif de petites particules d'uranium-235 à usage d'armement nucléaire. 38 aimants créent un calutron. Le bâtiment renfermant 36 calutrons, le site compte au total 1152 calutrons. Les aimants étaient si puissants qu'il fallait en éloigner les gens et ne pas porter d'outils à proximité, parce qu'ils risquaient d'être attirés dans le champ. Voilà pourquoi on avait tracé une ligne rouge au sol qu'il ne fallait pas dépasser. Si quelqu'un franchissait malgré tout cette limite avec un objet métallique, comme un couteau de poche, il se retrouvait aussitôt plaqué contre le coffrage. À partir de là, il était impossible de bouger, si ce n'est après avoir découpé sa poche autour de l'objet en question. Les besoins électriques nécessaires à la transformation sont tels que pendant toute la durée de sa mission en période de conflit, le projet X nécessitera 1/7 de la production électrique des États-Unis. Ainsi, 1152 calutrons fonctionneront non-stop jour et nuit pendant une année entière. Aux commandes de ces machines, non pas des scientifiques, mais des femmes diplômées de l'enseignement supérieur. Paradoxalement, ces Calutron Girls, comme on les surnomme, savent à peine dans quelle entreprise elles se sont embarquées. Nous savions que nous participions d'une manière ou d'une autre à l'effort de guerre, mais sans savoir comment. Nous étions contentes de contribuer à cet effort. Nous avions des boutons et des potentiomètres à manipuler. On en montait certains quand on en abaissait d'autres. Ces jeunes femmes étaient là pour contrôler les unités de calutron. Elles étaient assises face au panneau de commande et tournaient les boutons des rhéostats, c'est-à-dire les résistances variables permettant de régler le courant passant dans l'aimant du circuit. Mais elles n'en savaient rien. On les avait seulement formées pour contrôler le niveau des vues-mètres et agir en fonction sur cette manette-ci ou celle-là pour maintenir l'équilibre. Elles n'avaient aucune idée des conséquences de leurs gestes. Nous n'avions pas le droit d'échanger sur notre travail. La seule chose dont nous pouvions nous permettre de parler, c'était ce que l'une ou l'autre avait fait la veille au soir ou où étions-nous sortis par exemple. Mais nous ne parlions jamais du travail. Toutes mes collègues étaient jeunes, jolies, sympathiques et d'un tempérament très sociable. Et nous nous aimions bien les unes les autres. Ray Smith a appris que malgré tout, les scientifiques de l'époque n'étaient pas convaincus que ces jeunes filles diplômées d'études supérieures puissent mener à bien des tâches aussi cruciales. Les ingénieurs ont organisé un concours où ils géraient un pupitre de contrôle pendant que les Calutron Girls s'occupaient d'un autre. Ils ont fait ça pendant une semaine, avant de s'apercevoir que leur technicienne féminine les battait haut la main. Ainsi, 2000 jeunes techniciennes affectées au calutron se relaient-elles tous les 6 mois. Mais malgré sa puissance, le procédé s'avère si inefficace qu'on parvient à peine à produire 32 kg d'uranium-235. Or, l'heure tourne dans la course au chaos. Peu importe le caractère innovant de ces machines, si les autorités veulent s'offrir la primauté de l'invention de la bombe, une deuxième usine doit être dédiée d'urgence au projet X. Intervient alors la construction du plus gros bâtiment au monde. Cet édifice à l'abandon fut autrefois le plus imposant du monde. Baptisé K25, il fait figure de bâtiment central du projet Manhattan. Son objectif, accroître la production urgente de l'uranium-235. Aujourd'hui, K25 est inaccessible pour cause de forte radioactivité. Mais nos spécialistes ont voulu savoir à quoi ressemblait l'intérieur et découvrir des informations sur la communauté d'ouvriers qui l'a construit. 1943. Les forces américaines se sont lancées dans une lutte sans merci contre les Japonais pour le contrôle du Pacifique.
Elles ont hâte de mettre un terme au conflit par l'usage implacable de la bombe atomique. Si elles veulent pouvoir produire les 45 kilos d'uranium-235 nécessaires à la bombe, leurs scientifiques doivent trouver une méthode plus rapide. La solution s'impose sous la forme d'un nouveau type de complexe d'enrichissement. Si la construction d'une ville à Oak Ridge et d'une usine de séparation électromagnétique a sapé les ressources, cette nouvelle phase va permettre de présenter le défi le plus audacieux à relever. On a autorisé la construction d'une usine de diffusion gazeuse qui présentait des difficultés de fabrication autrement plus importantes. C'était un pari très difficile à relever pour les équipes du général Groves. Pour y parvenir, il faut d'abord construire le plus gros bâtiment du monde. Son emplacement est fixé à 17 km de la ville secrète d'Oak Ridge. La première couche de béton recouvre pas moins de 182 000 m². Plusieurs sociétés sont réquisitionnées pour fournir les milliers de tonnes de matériel et matériaux nécessaires. Des milliers d'ouvriers du bâtiment mettent la main à la pâte. Si l'historien David Bradshaw est convaincu qu'ils étaient logés à proximité, rien ne subsiste de leur vaste camp provisoire. Juste de l'autre côté de l'autoroute, l'armée avait construit toute une ville de caravanes. Ses habitants l'avaient surnommée Happy Valley, la vallée heureuse. Pourtant, elle n'était pas provisoire au point de ne pas comporter d'école. On y trouvait même un théâtre, un centre de loisirs et des magasins. Quand la guerre s'est achevée, l'armée a détruit tous ces préfabriqués, dont certains reposaient sur des fondations, et dont il n'est pas impossible que nous trouvions des vestiges. Je vous invite donc à me suivre dans cette quête d'indices sur la Happy Valley. On construit la vallée heureuse en 1943. D'après les estimations de David Bradshaw, elle aurait accueilli 15 000 personnes. Elle consistait en rangées de grandes caravanes préfigurant les mobil-homes. Bien que le site soit à présent envahi par la végétation et les bois, il subsiste partout des traces de ce camp. Regardez par ici. Une bouche d'incendie en plein sous-bois. Bien entendu, il y a 60 ans, elle se trouvait en plein milieu d'une ville animée. Partout où on regarde, même si désormais c'est envahi par les bois, on retrouve des indices de la présence des milliers d'ouvriers qui vivaient ici. Le sol est resté aplati sous le tracé de l'ancienne route. Ça et là affleurent les restes des conduits d'égout et des canalisations d'eau qui desservaient le site. On dirait un poteau de ligne téléphonique par terre. Bien, ça transportait l'électricité jusqu'à une installation qui devait se trouver sur ces restes de fondation. On avait dû construire un vrai bâtiment ici. Ça, je suis sûr que c'était la base d'un bloc WC. Ça se plaçait probablement comme ça, au-dessus de ce trou. On dirait que par là-bas se trouve le siège de la cuvette. Et là, c'est un autre trou d'évacuation. Je pense donc que nous sommes ici, dans un des blocs sanitaires pour hommes qui faisait partie du village. À partir des indices relevés sur place et des plans d'origine, David a réussi à reconstituer les installations provisoires de la vallée heureuse. Pendant 24 mois, en 1943 et en 1944, la ville est aussi artificielle que prospère. Ses habitants, qui sont logés dans des caravanes, sont soumis à des conditions de vie difficiles, tandis que tous les efforts sont concentrés sur la construction de K25. Car voici l'édifice qu'on s'affaire à terminer. S'il est aujourd'hui désaffecté, l'exploration du site livre des indices sur son passé top secret. D'un coût de 360 millions d'euros de l'époque, ce qui équivaudrait aujourd'hui à 7 milliards d'euros, il occupe la surface de 35 terrains de football. Le tout pour produire à peine 45 kilos d'uranium enrichi. La structure de cet édifice est tout bonnement phénoménale. Le bâtiment lui-même fait 4 étages de haut de ce côté-ci, c'est-à-dire à l'extérieur. Plutôt que de le construire sur plus d'1,5 km de longueur, on lui a donné la forme d'un U. Ce que vous apercevez ici, c'est l'une des jambes de ce U, qui fait tout de même 800 mètres de long pour 120 de large.
La raison pour laquelle K25 est si gigantesque tient à l'extrême complexité du procédé de transformation ayant lieu à l'intérieur. Le principe de diffusion gazeuse fonctionne par le filtrage d'uranium-238 sous sa forme gazeuse pour produire de l'uranium-235 à usage militaire. Mais pour être efficace, ce procédé doit être répété plusieurs milliers de fois. Or, le besoin en uranium enrichi à des fins destructives est tel, à l'époque, qu'aucun obstacle ne paraît insurmontable. C'était, et c'est d'ailleurs resté, le bâtiment le plus imposant qui ait été construit pour le projet Manhattan, au même titre que c'est le plus important vestige que nous ayons. Et c'est précisément aujourd'hui où nous en parlons qu'on est sur le point de le démolir. Aujourd'hui, il est strictement interdit d'accéder à K25. Mais grâce à ces plans et aux témoignages de ses ouvriers, nous avons pu reconstituer l'aspect de ce bâtiment à la fin de sa construction en 1944. D'après les documents, il occupait 610 000 m² de surface et faisait 800 mètres de long pour 300 de large. Il abritait 1200 km de câbles de cuivre, 6100 km de fils électriques, tandis que l'eau utilisée dans le traitement de l'uranium aurait pu subvenir aux besoins d'une ville de 5 millions d'habitants. Avant que K25 n'entre en activité, un bataillon de pas moins de 12 000 ouvriers est chargé d'examiner minutieusement chaque canalisation en quête de fuite possible, car tout doit être parfaitement étanche. Mon boulot consistait à repérer d'éventuelles fuites dans les conduites. Les segments de ces conduites m'arrivaient par le portique au-dessus de ma tête et c'était pile à notre poste. Dès que nous trouvions un défaut de soudure, nous le marquions, puis le soudeur venait, l'enlevait de sa chaîne et retournait le souder. C'était comme ça toute la journée. Nous nous demandions à quoi servaient tous ces tuyaux. Il y en avait des gros, des petits, des coudées, de toutes sortes. Bien entendu, pendant ce temps, la sécurité reste tout aussi drastique. Voici le badge que je portais quand je travaillais à K25. Grâce à ça, je pouvais aller aux toilettes, au restaurant et à mon poste de travail. Mais nulle part ailleurs. Après un véritable tour de force, le complexe K25 commence à produire le précieux uranium enrichi qui permettra au projet X de gagner la course à la bombe. En juillet 1944, un garde armé convoie un premier échantillon d'uranium sur un voyage de 3200 km qui le mène d'Oak Ridge au Nouveau-Mexique. C'est là qu'un pool de scientifiques parmi les plus éminents du monde attend de pouvoir travailler dessus. Mais c'est dans les bâtiments d'une autre ville secrète que la bombe sera armée, testée et fabriquée. Aujourd'hui encore, ce site est sous très haute surveillance. Il s'agit des laboratoires d'essai de Los Alamos. Au plus profond du Nouveau-Mexique se cache le site le plus important du projet Manhattan, Los Alamos. Toujours classées top secrète, ces installations servent aujourd'hui à concevoir des armes nucléaires. Mais dans les années 1940, ces infrastructures servent au projet Y. C'est là qu'on conçoit et qu'on fabrique les bombes qui mettront un terme radical à la Seconde Guerre mondiale. Si très peu de vestiges subsistent sur le site des bâtiments du projet Manhattan, notre équipe spécialiste a inspecté les documents d'origine et a exploré les ruines en quête d'indices permettant de dresser un portrait fidèle des lieux. L'archéologue John Isaacson a examiné les infrastructures de Los Alamos pour comprendre pourquoi Groves et son directeur scientifique, Robert Oppenheimer, avaient choisi ce site. Nous sommes à l'emplacement de la porte d'accès principale des laboratoires. En 1942, ce site a été choisi pour son isolement géographique, qui à l'époque était beaucoup plus évident qu'aujourd'hui, et pour les caractéristiques de son relief lui offrant une protection naturelle. Les deux conditions essentielles étaient donc réunies pour qu'on y installe les laboratoires. Quand Groves et Oppenheimer viennent visiter le site pour la première fois, celui-ci est occupé par la Los Alamos Ranch School. Les cours des élèves sont accélérés pour leur faire passer au plus vite leur diplôme, puis le terrain est réquisitionné et les chercheurs s'installent. Le hall principal de l'école existe toujours.
Ce bâtiment est devenu le centre social du projet Manhattan. C'est ici qu'avaient lieu de nombreux événements sociaux. À l'instar d'Oak Ridge, les laboratoires de Los Alamos sont construits très rapidement. Les logements sont essentiellement constitués de préfabriqués provisoires et de caravanes. Oppenheimer, qui se verra surnommé plus tard le père de la bombe atomique, a pour mission de rassembler autour du projet dans cet endroit isolé des cerveaux parmi les plus brillants des États-Unis. Ces hommes venaient des universités prestigieuses de la côte est des États-Unis, ou bien d'Europe. Ils étaient engagés pour travailler sur un projet secret sans savoir où on les affectait. Ensuite, on leur disait de se présenter dans une gare ferroviaire à Lamy, dans le Nouveau-Mexique, sans que personne ne sache où est Lamy. Puis, on les transportait pendant toute une journée sur des routes défoncées jusqu'à ce campement qui avait l'air d'avoir surgi de nulle part. Là, on leur annonçait que c'était ici qu'ils allaient travailler à un projet scientifique parmi les plus innovants de l'histoire de l'humanité. Tout ce scénario pouvait les inciter à se demander s'ils n'étaient pas devenus fous, mais c'était comme ça que les choses se passaient à l'époque. Les archives prouvent que les conditions de vie de ces scientifiques étaient très rudimentaires. Ces laboratoires ont été construits très rapidement par l'armée. On a amené sur place du bois de charpente et on a dressé des baraquements et des cabanons dans lesquels auraient lieu des expériences, dont l'issue était annoncée comme une révolution pour l'humanité. En seulement 3 ans, plus de 600 bâtiments techniques sont élevés. Il n'en reste aujourd'hui que 30, dispersés parmi les édifices contemporains du laboratoire. John Isaacson et Helen McGee inspectent l'endroit où les ingénieurs ont mis au point le détonateur de la première bombe atomique. Mais rassembler les indices permettant de dire à quoi ressemblait cet énorme blocos et ce qui s'y passait exactement est un vrai travail de détective. On surnommait cet édifice le canon ou le bunker périscope. C'est dans cette casemate que le canon à uranium a été conçu. Le principe est simple, puisqu'il consiste à projeter un morceau d'uranium contre un autre à l'intérieur d'un canon. De leur fusion résulte la détonation nucléaire. Mais pour que l'explosion ait lieu, le timing doit être parfait. Voici donc le lieu historique où une machiavélique théorie scientifique a pris forme techniquement. C'est ici qu'on a travaillé sur le balistique et les vitesses initiales de ces projectiles à l'intérieur de la bombe, pour voir si ces vitesses pouvaient assurer la fusion des éléments radioactifs et par conséquent déclencher l'explosion de la bombe. En étudiant les plans des installations, nos spécialistes ont découvert que le bâtiment comportait une tour bâtie à la manière d'un périscope. Cette extension permettait aux appareils des scientifiques d'observer et d'enregistrer les données de chaque coup tiré, tandis qu'ils se maintenaient à distance des éclats. On est à peu près sûr que l'intérieur de cette tour périscope était dans le noir, de sorte qu'ils puissent prendre des photos des réactions qui se produisaient à chaque expérience. Ces boulons dépassant du sol indiquent l'endroit où étaient arrimés les puissants canons d'artillerie navale, depuis lesquels les obus étaient tirés à la vue du périscope. On pense qu'ici se tenaient les canons de la marine pour effectuer leurs tirs sous les outils d'observation du périscope, situés un peu plus au nord. Grâce à leur découverte, nos spécialistes sont en mesure de faire revivre virtuellement ces lieux. Bâti dans un creux du relief, le centre de tir en béton armé flanqué de son périscope a été recouvert d'une chape de terre d'1 mètre d'épaisseur. En surface du terrain surplombant cet immense bunker, le canon d'artillerie tirait sa pièce. À l'intérieur du périscope, des caméras munies d'objectifs à obturation ultra rapide permettaient aux scientifiques de calibrer la vitesse et la puissance des explosions. Ces essais de tir permettaient aux scientifiques de décomposer le temps et de comprendre avec force et détail la vitesse des projectiles, ou bien le temps écoulé entre l'allumage de la charge et la mise en mouvement du projectile, ainsi qu'un tas de choses a priori infimes, mais indispensables pour connaître la masse nécessaire à déclencher une réaction nucléaire. Les tests effectués dans les canons du bunker sont satisfaisants et apportent la preuve aux ingénieurs qu'ils touchent au but. Mais une nouvelle découverte scientifique montre qu'il devrait être possible de fabriquer une bombe à partir d'une nouvelle substance, le plutonium. Celle-ci aurait même des effets plus destructeurs qu'une bombe à uranium. Pour la fabriquer, il faut construire un tout nouveau site d'essai. Ainsi, les ingénieurs de Los Alamos
doivent-ils encore relever leur plus grand défi? Nous sommes sur le site V de Los Alamos, un ensemble d'abris et de hangars délabrés laissés à l'abandon depuis des années. Si nos enquêteurs sont venus jusqu'ici, c'est parce que ce lieu accueillait une partie des expériences les plus dangereuses du projet Manhattan. En examinant ces vestiges et en y trouvant de nouveaux indices, il est possible de comprendre à quoi ressemblait ce lieu et ce qui s'y tramait réellement. En 1944, la première bombe nucléaire à base d'uranium est pratiquement prête. Mais les scientifiques officiant à huis clos à Los Alamos se voient proposer une alternative: fabriquer une bombe bien plus destructrice à partir d'un combustible nouveau. Ce matériau tout à fait nouveau qu'on venait de découvrir, c'était du plutonium. Les savants étaient arrivés à faire suffisamment de calculs pour arriver à la conclusion que le plutonium ferait probablement une bombe plus efficace que l'uranium. Une nouvelle course s'engage. Le site de Los Alamos voit se dresser un nouveau complexe de bâtiments. Ce quartier s'appelle le site V, mais pendant la guerre, on l'appelait la zone technique numéro 25. On a utilisé ce secteur comme zone ultra secrète pour y travailler sur un appareil capable de créer une implosion atomique. Si les ingénieurs savent qu'ils entrent dans un domaine inconnu, ils sont conscients de se diriger vers une solution extrêmement dangereuse, requérant un nouveau type de recherche sur les explosifs. L'idée consistait, à partir d'une sphère remplie de plutonium, de la compresser à l'aide d'explosifs très puissants pour créer une réaction nucléaire. Ce concept était très nouveau. D'habitude, les explosifs servaient à démolir la matière vers l'extérieur, alors que là, ça se passait vers l'intérieur. C'est ainsi qu'est né le concept d'implosion. L'armée doit faire vite. Aussi, on ne perd pas un instant pour bâtir les ateliers de fabrication des explosifs. Beaucoup de ces matériaux ont été récupérés sur d'autres chantiers, parce que lorsque l'on a démarré la construction de cette zone, le ton était « dépêchons-nous de monter ça, allez chercher tout ce que vous pouvez autour des labos, jetez-le en tas et dressez-nous un bâtiment aussi vite que possible ». Les architectes savent que les ouvriers travaillant sur le site V auront à manipuler des explosifs extrêmement puissants et souvent instables. Nos spécialistes ont retrouvé des traces des précautions prises à cet effet. Ces plaques faisaient partie du revêtement blindé qui recouvrait au sol tout le pourtour des bâtiments de cette zone. L'acier était recouvert d'un revêtement anti-étincelle à cause de la proximité des explosifs. Mais la menace ne provient pas uniquement des étincelles. Il y a aussi les risques des conditions climatiques capricieuses du Nouveau-Mexique. Nous sommes ici dans l'une des régions des États-Unis les plus touchées par les éclairs des orages. Pendant la mousson d'été, ça crépite de partout entre le ciel et la terre, ce qui crée un risque majeur dans cette zone où sont entreposés de puissants explosifs. Le rôle des ingénieurs travaillant sur le site V consiste à tasser les explosifs autour d'un cœur de plutonium en vérifiant leur parfaite répartition. En effet, le moindre espacement, si infime soit-il, déréglerait le processus de détonation prévu pour se faire de manière rigoureusement uniforme. La crainte principale est qu'en cours de manipulation, un accident fasse exploser les tonnes de TNT stockées dans les remises. Ainsi, les édifices sensibles sont-ils entourés par des rangées de palissades protectrices. Voici un morceau de l'enceinte étayé par des poutres qui servaient de protection en cas d'explosion. Ces barrières avaient été conçues spécifiquement pendant le chantier pour protéger les gens travaillant dans les bâtiments derrière, de manière à limiter les dégâts provoqués par le souffle d'une éventuelle explosion accidentelle. À partir des plans d'origine et des traces relevées sur le terrain, nos spécialistes sont à même de nous expliquer comment fonctionnait cette technique de protection. À côté de chaque atelier était dressé un mur de 3,60 m de haut, maintenu en place par une série d'étais recouverts d'un terre-plein. En cas d'explosion, aucune vie ne serait épargnée. Le but de ces contreforts n'étant pas de protéger l'atelier, mais son environnement. Les ingénieurs des dépôts affectés aux ateliers d'assemblage des puissantes charges explosives étaient informés des dangers qu'ils couraient. Parmi eux figurait Georges Kistiakowski.
Un jour, quelqu'un a demandé à Kistiakowsky « Vous n'aviez pas peur de manipuler ces explosifs très sensibles pour les bourrer autour de ce noyau nucléaire ?» Ce à quoi il a répondu « Si ça avait dû exploser, je ne l'aurais jamais su. » Comme quoi on pouvait être blasé mais accepter ce niveau de risque à cause des nécessités de la guerre. En mai 1945, 2 bombes à implosion ont été assemblées avec succès. Les ingénieurs persuadent les autorités militaires de les laisser essayer l'une d'entre elles. Mais l'inquiétude est grande. Si l'expérience venait à échouer, ce serait autant de précieux plutonium gâché. Hélène McGee a inspecté pour nous l'étrange boule de béton armée au cœur de cette esplanade destinée à récupérer le minerai radioactif. En effectuant leurs expérimentations, ils avaient peur que la partie des explosifs dits classiques explose mais sans provoquer de réaction atomique du noyau et que leurs réserves de plutonium extrêmement précieuses, car pour ainsi dire uniques au monde, se dispersent dans l'air. Aussi, les ingénieurs décident-ils de construire cette énorme boule de plus de 200 mètres de diamètre. Si le plutonium devait ne pas détonner, l'explosion du TNT se dissiperait dans le bassin, dont il suffirait de filtrer l'eau pour récupérer le précieux combustible radioactif. Mais le temps presse tellement que cette solution est abandonnée. Les ingénieurs prennent la décision de tenter l'expérience au risque de perdre à jamais, en cas d'échec, leur plutonium. Le tout premier test de déclenchement d'une bombe nucléaire est fixé au 16 juillet 1945. Il aura lieu à Alamogordo, dans une vaste zone désertique à 320 km de Los Alamos. Les ingénieurs sont anxieux. Ils craignent que cette première bombe ne soit pas assez puissante, ou pire, qu'elle déclenche un phénomène d'une ampleur totalement démesurée et incontrôlable. L'une des grandes incertitudes était quelle énergie va être réellement déployée par l'explosion. Quelle sera la portée meurtrière de cette arme? Voilà comment les scientifiques présents ont fait des paris sur le risque que l'allumage de l'appareil crée une réaction entre l'azote et l'oxygène présent dans l'atmosphère, si forte que tout autour l'atmosphère s'embraserait d'un coup. Les travaux ont duré 27 mois. D'énormes ressources matérielles et humaines ont été secrètement mobilisées pour un coût de plus de 2 milliards de dollars, soit 1,5 milliard d'euros actuels. Verdict ce 16 juillet 1945, avec l'explosion de la première bombe atomique. La population de la région parlera d'un flash blanc visible à 240 km à la ronde et audible dans un rayon de 320 km. Un communiqué de presse avait été préparé à l'avance pour informer qu'un dépôt de munitions avait explosé, causant cet immense flash à l'aube du 16 juillet. Est-ce que c'était imprimé noir sur blanc dans les quotidiens? J'imagine que les gens l'ont lu et ont pris l'information au mot. Ils se sont dit, bon, c'était un dépôt de munitions. Peu de témoins réalisent alors qu'ils viennent d'assister à une monstruosité qui marquera à jamais l'histoire. La plus machiavélique et la plus puissante force de destruction née de l'esprit de l'homme et du plus vaste ensemble industriel jamais construit. La logique a quelque chose d'époustouflant. Il faut 27 mois de nos jours pour évaluer l'impact d'un polluant sur l'environnement. C'est exactement le même laps de temps qu'il a fallu à ces ingénieurs pour réaliser cet engin de mort. 3 semaines après le test, la première bombe atomique à uranium explose sur la ville japonaise d'Hiroshima, tandis que 3 jours plus tard, une bombe au plutonium détruit Nagasaki. Une fois la guerre stoppée par ce génocide, ces bâtiments désaffectés sont dissimulés derrière des clôtures de fil de fer barbelés, un mur fait de honte mêlé de secrets. Des villes provisoires telles que la Vallée Heureuse disparaissent à jamais du paysage. Mais l'héritage de cette période subsiste à travers une nouvelle génération de secrets technologiques nés du projet Manhattan.